Sarano. Bonjour, Merci d'avoir accepté ma proposition d'interview. c'est moi qui vous remercie. Je suis très heureux de partager avec vous et puis avec les auditeurs ce moment. C'est toujours un moment très important pour nous les plongeurs qui découvrons des choses sous la surface de l'océan que bien peu de gens voient. Et ce moment de partage fait que tout d'un coup, nous revivons les moments extraordinaires que les créatures marines nous ont offerts. Et puis, c'est si important de faire connaître ce qu'il y a sous la peau de l'océan, si important de dire à quel point le monde y est riche et que les rencontres qu'on peut y faire sont toujours bouleversantes. En tout cas, on sent que vous êtes un passionné des rencontres, de la curiosité, et ça fait plaisir en tout cas de partager ce moment avec vous. Donc justement, est-ce que vous pouvez vous présenter pour nos internautes? Alors, d'abord, bonjour, un vrai bonjour. Je suis François Sarano, je suis marié à Véronique et avec lequel je partage les aventures sous-marines et puis surtout le travail scientifique. J'ai deux filles, Marion et Maude, avec lesquelles encore nous partageons beaucoup de choses. Et puis je fais partie de toute une équipe avec René Euzet et d'autres plongeurs. Et j'ai fait partie de l'équipe Cousteau, j'ai fait partie de l'équipe de Jacques Perrin et Jacques Cluzot qui ont réalisé le merveilleux film Océan. Bref, j'ai la chance de parcourir le monde à la rencontre des animaux sauvages en compagnie de personnes qui me portent, qui m'aident et qui m'offrent ces plongées merveilleuses que je voudrais vous raconter aujourd'hui. Alors, Monsieur Sarano, quels ont été les éléments déclencheurs de votre passion pour la mer? Les éléments déclenchants, je crois d'abord qu'il y a une vraie curiosité pour tout ce qui m'entoure, les plantes, les insectes, les oiseaux, les vers de terre. Et cette curiosité a été attisée, servie par ma mère Cécile et mon père Jacques, qui très tôt m'ont amené regarder les papillons et puis m'ont offert un masque de plongée. Je ne sais plus, j'étais très très petit. Et grâce à ce masque de plongée, j'ai vu un poulpe et ce poulpe m'a fasciné. C'est un animal incroyable, le poulpe. Il peut changer de forme, de texture de peau, de couleur, et tout d'un coup, disparaître alors qu'il est toujours devant vous et on ne le voit plus. Mais son petit œil doré, c'est tout doré avec une fente noire qui vous regarde, qui vous fixe, vous appelle pour toujours. Vous avez travaillé également sur les cachalots, ça c'est intéressant. Alors, travailler, je ne sais pas si on peut dire travailler, en tout cas, travailler avec les cachalots, parce que bien souvent, ce sont eux, les cachalots, qui viennent nous chercher, qui nous interrogent, qui nous interpellent, qui veulent parfois nous apprivoiser. Et je pense que la curiosité réciproque est un élément déterminant de cette connaissance partagée que nous avons aujourd'hui, qui nous a permis de montrer que au sein d'un clan de cachalots, la solidarité était essentielle et qu'il y avait à côté des mères et de leurs petits une babysitter qui gardait la crèche pendant que les mères allaient chasser dans les profondeurs. Et cette babysitter, dans le clan que nous suivons maintenant depuis une dizaine d'années et qui est le clan de la matriarche Irène Gueule Tordue, parce qu'elle a la gueule tordue, eh bien, il y a également des nounous allaitantes qui, elles, ne s'occupent pas trop de la crèche, mais vont allaiter les petits qui ne sont pas les leurs et qui sont ceux d'une femelle particulière avec laquelle elles tissent des liens. Voilà. Et donc, bien d'autres choses qui montrent à quel point les affinités, les petites relations personnelles au sein du groupe, eh bien, construisent l'histoire de ce groupe. J'aimerais que vous me parliez aussi de votre dernier livre, justement, justement sur les requins, la peur des requins. Ce livre-là, vous voulez dire Oui, Au nom des requins, qui c'est est ça. paru chez Actes Sud, oui. Oui, c'est un livre auquel je tiens. Je tiens parce que les requins sont vraiment des animaux qui sont méconnus
et cette méconnaissance conduit à la peur. Alors, je comprends qu'ils soient méconnus parce que la plupart des animaux marins sont méconnus parce que les gens terriens ne connaissent pas ce qu'il y a sous la peau de la surface. Ils ignorent tout de ça. Ils ne se baignent pas, ils ne vont pas boire avec un masque. Mais cette méconnaissance est amplifiée à la fois par le fait, encore une fois, qu'on ne va pas les voir, mais par tout un tas d'histoires qui sont colportées depuis des années par des gens qui n'ont jamais vu de requin. Et donc, cette méconnaissance est amplifiée, elle est détournée, elle est trahie même par ces histoires de requins mangeurs d'hommes qui sont absurdes. Les requins ne mangent pas les hommes. Les requins ne mangent pas les hommes. Ils n'aiment pas l'homme. Ils n'aiment pas l'homme. Voilà. Il y a quelques rares accidents, mais on parle toujours de ces accidents. C'est comme si tout d'un coup, vous m'interviewez sur la passion du cheval et que on ne parle que des accidents qu'il y a de temps en temps au cours de concours d'équitation. Vous me parlez de cyclisme, ou vous me parlez et on ne parle tout d'un coup que des accidents. Je ne comprends pas ça. Si on en parle de ces accidents, c'est qu'il y en a très, très, très peu. S'il y en avait tous les jours, comme il y a des accidents de voiture, on n'en parlerait pas. Donc, je veux amener les gens à comprendre que non seulement les requins ne sont pas des animaux dangereux, il n'y a rien de moins dangereux que d'aller nager avec les requins, mais encore que les rencontres avec eux sont des moments de bien-être, sont des moments de paix, sont des moments de surprise, sont des moments d'un bonheur bouleversant. Par conséquent, non seulement je veux que les gens n'en aient plus peur, mais qu'ils aient envie d'aller les rencontrer pour découvrir enfin leur vraie nature. J'aimerais que vous parliez un peu des rencontres. Est-ce que vous pouvez nous raconter, elle est un peu longue l'histoire, mais ce que le commandant Cousteau vous a inspiré? Qu'est-ce qui vous a impressionné chez ce monsieur? Que tout était possible avec lui. Il y a deux choses. Cousteau nous disait toujours: dites-moi ce que vous avez envie de faire, je vous donnerai les moyens de le faire. Je ne vous demande qu'une seule chose, pas de réussir, mais de le faire bien. Vous partez explorer, ce n'est pas important si vous ne découvrez rien, mais au moins explorez bien, pleinement. Ça, c'était déjà quelque chose de merveilleux. Après ça, ce que j'ai compris un peu plus tard, c'est à quel point les gens avaient de la considération pour Cousteau, parce qu'il était quelqu'un qui suscitait l'espoir. Et partout où nous allions, Cousteau était accueilli. Les gens avaient confiance en lui. Quel que soit le bord, le parti, le pays, les riches, tout le monde croyait en cet homme parce qu'il était ouvert à tous. Il était accueillant dans sa tête et l'idée qu'il avait, c'était d'apporter un mieux pour l'humanité. Donc, cette considération qu'il y avait pour lui rejaillissait sur l'ensemble de l'équipe et nous étions toujours accueillis partout très bien. Et ça nous donnait des possibilités d'exploration extraordinaires dans des pays où très peu de gens pouvaient aller et dans des lieux où personne ne retournera probablement plus jamais. En plus, Cousteau mettait à notre disposition des moyens formidables. Voilà, je pouvais dire tout d'un coup, Bébert, Albert Falco, le plus grand plongeur de tous les temps, était capitaine à ce moment-là, allons faire un tour avec la soucoupe plongeante. Et on prenait la soucoupe plongeante, le petit sous-marin Denise, tout jaune, tout rond, et on s'enfonçait jusqu'à 250, 300 mètres de profondeur pour voir des choses que personne ne verra plus jamais. Et puis, tout à bord de Calypso était dédié à cette exploration sous-marine. Nous n'avions que du bonheur à accueillir chaque jour. C'est vrai qu'on devrait inventer un planisphère, mais des océans, quoi. Pas que terrestre, quoi. Vous voyez, l'eau, quoi. Qu'est-ce que l'eau nous réserve comme surprise et ça serait pas mal de découvrir un peu tout ça, quoi. Et vous, je voulais vous poser une question, alors une question un peu philosophique. À travers vos rencontres, vos découvertes, qu'est-ce que vous avez appris sur l'humain, l'être vivant en général? Alors, la première chose, c'est qu'il faut aller à la rencontre des autres, comme à la rencontre des requins, et pour les connaître. Hein.
On n'apprend pas à rencontrer les autres dans les livres. Il faut y aller pour de vrai, les yeux dans les yeux, comme maintenant. Je vous regarde, je suis les yeux dans les yeux avec vous. Et avec vous, auditeurs, spectateurs, je pense à vous. J'ai de la considération pour vous. Je suis attentif et qu'il faut aller rencontrer les autres de la même manière, sans a priori, nu, les oreilles ouvertes et le cœur ouvert. Ça, c'est la clé de la paix. C'est la clé du bien vivre ensemble. Parce que dans ces conditions-là, on trouve toujours, même si on ne se comprend pas, bien sûr qu'on ne se comprend pas tous, bien sûr qu'on a des opinions différentes, bien sûr que je ne comprendrai jamais le requin blanc et que le requin blanc, il se fiche de moi et qu'il ne me comprendra jamais. Mais si on y va en paix, avec de la considération et du respect, le cœur ouvert, alors on trouve toujours cette distance juste qui permet de se côtoyer en paix. Et ça, c'est une des choses vraiment importantes que m'ont appris les animaux de ce monde sauvage extraordinaire. C'est qu'il faut faire le pas, il faut être ouvert. Et encore une fois, ça s'applique à tous nos voisins, à tous mes frères humains, qu'ils aient une religion différente, des traditions différentes, une sexualité différente. Allons les voir. Bonjour, bonjour. Mais incroyable. Merci de m'offrir votre différence. Il faut savoir recevoir la différence de l'autre. Il faut être à l'écoute de tous ceux qui souhaitent venir en France, habiter en France, qui quittent leur pays. Il faut être, parce qu'ils vont nous enrichir. Le monde n'est fait que de cette histoire d'enrichissement par la venue de gens qui ont d'autres cultures et qui viennent chez nous. C'est ça que nous apprend le monde sauvage. Alors c'est marrant parce que après on a des points en commun, c'est que j'avais interviewé Monsieur Jacques Rougerie. Vous avez travaillé avec lui? Grand-mérien, Jacques. Grand-mérien, c'est lui qui se définit comme mérien parce qu'il aime les gens qui ont vécu sous la mer et qui disent qu'il se différencie vraiment des terriens. Je ne sais pas si vous avez parlé de ça, mais exactement. Jacques est un mérien. C'est ça qui m'intéressait justement, c'était le côté habitat sous la mer. Et vous, comment vous l'avez connu? Comment est-ce que j'ai connu Jacques? Je crois qu'il y a bien des années, mais c'est vrai que les gens qui partagent ce bonheur de passer des moments, des jours, des vies sous la mer et qui explorons, rencontrons, connaissons un tout petit peu les autres non-humains de ce peuple de l'océan, eh bien, on partage un bonheur commun. C'est juste, voilà, on partage un bonheur commun. On n'a parfois même pas besoin de parler. On sait ce qu'on a vécu. On sait ce que c'est aussi la jouissance de voler dans un milieu qui vous porte. Et puis, lorsqu'on a des bouteilles sur le dos, en inspirant fortement, tout d'un coup, on devient léger, comme une plume, et on s'envole. Et puis, tout d'un coup, lorsqu'on expire, alors on est lourd, et on plonge jusque sur le fond. Et au moment où on va s'écraser sur le fond, on respire et hop, on survole les collines, les gorgones et les coraux. On arrive dans la forêt de kelp et là, on peut passer au ras des algues comme on passerait à la cime des arbres. C'est quelque chose de merveilleux, cette jouissance physique de la plongée sous-marine. Et toutes ces rencontres incroyables qu'on peut faire sous l'eau, avec le minuscule comme avec les géants, la baleine bleue, les cachalots, les baleines, c'est formidable. C'est formidable. Donc, on partage ça. Et ça va rejoindre ma prochaine question. Est-ce que vous avez un message pour celles et ceux qui veulent réaliser leurs rêves? Soyez curieux. Un message, oui, soyez curieux et soyez sûr d'une chose. Ceux qui sont différents sont des bonheurs à rencontrer. Et que il faut, comment dire, chaque fois qu'on prête attention à ce qui est autour, à l'autre, on s'enrichit de leur existence. Et
comme on est riche de ces existences et de ces différences, on peut à son tour partager un peu de ce que l'on a vécu et ces échanges font le bonheur du monde. Voilà. Après, j'ai une question à vous poser, Monsieur Sarano. Est-ce que vos rencontres, découvertes ont eu un impact sur votre vie privée, sur votre manière de vivre, de voir les choses autrement, ou pas du tout? Vous étiez toujours comme ça? Alors, ça a un impact tellement fort sur ma vie privée que avec Véronique, mon épouse, avec Maude, Marion, maintenant ma petite fille Ayaté, on, on, on vit, comment dire, oui, on vit le bonheur d'aller regarder les arbres lorsque tout d'un coup le pollen commence à s'élever. On vit, avec ma petite fille, j'ai hâte, dès que le printemps va arriver, d'aller regarder sous les pierres pour voir les crapauds accoucheurs avec leurs œufs, pour aller découvrir les vers de terre, pour aller... En ce moment, on regarde beaucoup les oiseaux. Il y a les pinsons du Nord. Ils ne sont pas là encore pour très longtemps parce que c'est des oiseaux migrateurs qui ne passent qu'une partie de la saison hivernale ici. Il y a les tarins des aulnes. Mais on regarde tout ça. Le merveilleux est à notre porte, à notre portée. Il suffit de regarder. Donc oui, ces rencontres sous-marines ont un impact considérable parce que elles m'émerveillent quand je suis sous l'eau, mais elles nous émerveillent tous ensemble quand on est ici parce que tout ça est un prolongement. C'est une joie d'être, de partager ces merveilles de l'imprévisibilité de la vie sauvage. C'est une joie. On le sent que vous le vivez, quoi. On voyage avec vous. Du coup, est-ce que vous voulez garder une trace? Quelle trace vous voulez qu'on garde de vous, en fait? La trace que je veux qu'on garde de moi, Ouais, mais ça n'a aucune importance. qu'est-ce que vous voulez laisser comme trace, comme, Alors, pour la suite? aucune. Ce que je souhaite, c'est que, c'est que le monde soit en paix. Et je crois qu'il sera en paix si chacun d'entre nous, on a de la considération pour tous les êtres vivants, tous nos colocataires humains, bien sûr, hein, et non humains. Si on réfléchit à chaque fois à, attention, je dois me nourrir, bien sûr, je dois faire vivre, mais est-ce qu'il est bien nécessaire d'écraser, de tuer? Non. Si je fais ça, si j'exploite, je dois réfléchir à ce que je fais. Et si je dois te manger, je vais le faire avec parcimonie, à bon escient. Avoir de la considération pour le vivant. C'est si facile d'écraser le vivant, c'est si facile de le détruire. Et ça a mis des millions d'années, des milliards d'années pour être les merveilles qu'on a autour de nous. Aujourd'hui, on nous dit c'est l'argent, c'est la technologie, c'est les téléphones portables, c'est l'informatique qui va sauver le monde. Non, c'est la considération, c'est l'attention aux autres, c'est le respect pour les autres. C'est ça qui va sauver le monde. C'est ça qui fait notre grandeur. C'est ça qui fait notre humanisme. C'est au respect des autres qu'on mesure que nous sommes sapiens, que nous sommes différents des autres êtres vivants qui sont différents et merveilleux. Notre différence, c'est le respect que nous leur accordons, parce que nous le faisons en conscience. Il n'y a que nous, les humains, qui avons cette conscience de la diversité, du passé, du présent, et même de choses qui sont dans le fin fond de l'univers. Et donc cette conscience, elle nous donne à la fois une liberté formidable et une responsabilité. Et si on veut la marquer, dire vraiment, oui, nous sommes des êtres formidables dans ce monde formidable, alors elle nous impose le respect des autres. Parce que sinon, c'est en conscience et en toute liberté que nous les écrasons, que nous broyons, que nous détruisons, que nous néantisons. Chaque fois que l'on détruit une espèce, un animal, que l'on maltraite un voisin, c'est nous-mêmes que nous nions. C'est notre humanisme que nous nions. Donc, s'il y a quelque chose qui doit rester, c'est cette idée qu'on ne trouvera la paix, on offrira la paix à nos enfants que si nous avons de la considération pour chacun des autres, humains et non humains. Donc, ma dernière question, la liste est longue, mais est-ce que vous voulez remercier des personnes qui ont fait de vous ce que vous êtes?
Alors, oui, oui, mais alors, mes parents, Véronique, Marion, Maude, Anne, Elisabeth, Denis, Jacques Perrin, Jacques Cluzot, Cousteau, Bébert, René Euzet, Stéphane Durand, Patricia Linière, Oli Barbet, pardon, la liste, je ne suis que ce que les autres m'ont offert. Et donc, oui, je vous remercie. Oui. Sur ce, Monsieur Sarano, je vous remercie beaucoup pour Je votre vous temps. remercie aussi. Et je vous remercie aussi. Et puis continuez à partager, transmettre. Merci beaucoup à vous. Merci. Très, très belle journée.